tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, mais vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux de Bismart ou encore nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons comment aborder une succession avec des crypto-monnaies, un sujet que se posent de plus en plus de spécialistes du sujet. Nous en parlerons dans un instant avec Alexandre Lorimi, cofondateur du cabinet Orwell, mais aussi avocat spécialiste en fiscalité des crypto-monnaies. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous aborderons le sujet de l'assurance vie que l'on peut ouvrir à deux. Pourquoi et dans quel cas faut-il y penser? Quels réflexes faut-il avoir sur la clause bénéficiaire? Nous en parlerons avec Tania Roger, directrice de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Alliance France, mais aussi avec Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous demanderons à Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr, quel est l'actif sur lequel il déconseille d'investir. Vous avez un petit indice qui s'affiche à l'écran. Nous en parlerons donc dans la troisième partie de l'émission. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment aborder une succession avec des crypto-monnaies? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Alexandre Lorimi. Bonjour Alexandre Lorimi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes avocat spécialisé en fiscalité des crypto-monnaies et notamment également donc cofondateur du cabinet Orwell. Alors, c'est vrai que quand on parle de succession et de crypto-monnaies, on se dit que c'est peut-être un petit peu antinomique. On a tendance à penser que les détenteurs de crypto-monnaies sont plutôt jeunes, voire très jeunes. Est-ce que pour autant c'est un sujet, un questionnement qui commence à se poser aujourd'hui ? Alors effectivement, vous avez raison, la moyenne d'âge des détenteurs est assez basse. C'est normal, hein, c'est quelque chose qui existe depuis moins d'une quinzaine d'années. Mais on se rend compte que c'est un vrai sujet. Déjà, c'est un sujet que l'administration fiscale avait en tête très très tôt, puisque la première occurrence de Bitcoin dans les normes fiscales date de 2014 et concernait les successions. L'administration avait déjà en 2014 précisé que les Bitcoins devaient être inclus dans le patrimoine successoral. Donc il est prévu, l'héritage en crypto-monnaie est déjà prévu quelque part par l'administration fiscale? Absolument, c'est un point qu'ils avaient en tête immédiatement et c'est quelque chose qui va se rencontrer de plus en plus souvent puisqu'en fait les gens vieillissent et on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de gens un peu plus âgés qui utilisent la crypto comme un outil de diversification après accessoire et qui sont clairement dans le cadre d'une organisation de leur succession. Donc il y a des questionnements aujourd'hui au niveau des épargnants, au niveau des notaires, au niveau des avocats aussi sur comment traiter ces successions en crypto-monnaie? Absolument. Alors en fait il y a différents enjeux. On a des enjeux techniques et des enjeux fiscaux, juridiques. Bien sûr. Sur ces derniers, je pourrais développer, mais on n'est pas sur quelque chose de très compliqué. Le gros sujet pour les transmissions de crypto, c'est vraiment un sujet technique et on a pas mal de notaires qui s'intéressent à la question en proposant de développer des solutions qui permettent justement de sécuriser la transmission de l'information, puisque, comme vous le savez, c'est la chose la plus compliquée. Les cryptos, on peut les détenir de deux manières, soit sur une plateforme, soit en direct sur un portefeuille. Bien sûr. Dans le premier cas, c'est un peu moins compliqué, mais ça reste compliqué car à l'inverse des établissements bancaires, les comptes d'actifs numériques ne sont pas listés dans un grand fichier national comme le FICOBA. Bien sûr. Donc le notaire qui va devoir gérer une succession doit avoir l'information de l'existence de ce compte. D'accord. Pourtant avec Mika, effectivement, on transmet un certain nombre d'informations lorsqu'il y a un échange en crypto-monnaie pour connaître l'identité effectivement de ceux qui réalisent l'échange. Mais après, il y a un sujet de centraliser finalement les détenteurs de crypto-monnaie quelque part pour pouvoir retrouver d'éventuels héritiers ou en tout cas retrouver celui qui possédait le compte, c'est ça? Exactement. Ne serait-ce que retrouver que cette personne, le défunt finalement, disposait d'un compte. D'accord. Mika, Dacuit, tous les dispositifs d'échange automatique d'informations qui vont produire beaucoup d'informations pour les administrations fiscales vont aider et potentiellement déboucher un jour sur la création d'un fichier unique national auquel les notaires pourraient se référer au moment d'une succession. D'accord, parce qu'on pourrait se dire quand on est sur une plateforme réglementée, on a un compte, donc ou en tout cas un livret en crypto-monnaie, il suffit quelque part de le transmettre à l'héritier, c'est réglé. Le sujet, c'est plutôt de savoir
est-ce que la personne décédée avait ou non un compte sur une plateforme réglementée, c'est ça? Absolument. D'accord. Mais une fois qu'on a l'information, si cette information a été transmise du vivant aux héritiers, c'est pas très compliqué. Ce qui est vraiment compliqué, c'est quand la personne détient les crypto-monnaies en direct sur un wallet, puisque là, il est le seul à avoir les moyens d'accès à ce wallet. Les fameux codes. Exactement, les codes, les clés privées. Et le paradoxe, c'est que ces clés privées doivent être protégées, et donc il faut éviter de les transmettre à des tiers pour bien sûr, accès à ces fonds. Même si c'est les héritiers ou futurs héritiers. Les héritiers, effectivement. Et en même temps, il faut quand même les mettre à disposition, donner des moyens de les retrouver en cas de décès. D'accord. Et c'est là que des solutions un peu de tiers de confiance sont en train d'être développées, notamment par les notaires. Il y a une petite anecdote il y a une procédure assez drôle, c'est le testament mystique qui permet en fait de donner cette dernière volonté, y compris en donnant la clé privée dans une enveloppe cachetée que le notaire n'a pas le droit d'ouvrir avant le décès. D'accord. Donc, il y a une sorte de garantie juridique que le contenu de la lettre ne sera pas porté à la connaissance du notaire avant le décès. Donc on fait appel à des procédures qui sont enterrées depuis des années pour justement trouver des solutions à ce petit problème. Pour simplement, effectivement, cacher jusqu'au bout cette fameuse formule magique qui donne accès au wallet. Mais question toute bête, ces clés privées, c'est des outils numériques développés par des sociétés. Quand on a un acte de décès de la personne dont on sait qu'elle possédait un wallet, on ne peut pas simplement lui demander de faire la procédure, de jouer le rôle de tiers de confiance pour ouvrir le wallet aux héritiers? Non, quand on a les crypto-monnaies en direct, c'est impossible parce que seule la personne qui détient les moyens d'accès peut accéder au fonds. D'accord. Par contre, il y a aussi des solutions techniques un peu entre les deux, entre la délégation de la conservation et la conservation en direct, où on a des mécanismes de gardiens, où il est possible de désigner 2 ou 3 personnes de confiance qui pourraient intervenir dans le cas d'un décès, par exemple, pour donner une validation et débloquer les fonds. D'accord. Sans pour autant, en fait, leur confier la totalité des fonds. D'accord. Donc, il y a des comme une sorte de double authentification, comme on voit effectivement dans certaines entreprises pour des prises de décision particulièrement stratégiques. On pourrait imaginer le même mécanisme pour débloquer les fonds en cas de décès. Exactement, voilà, c'est des systèmes de double signature ou plus si nécessaire. Côté plateforme, est-ce qu'on pourrait aussi... que se passe-t-il aujourd'hui lorsqu'il y a le décès d'un détenteur de compte ou autre? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de déclaration? Est-ce qu'il n'y a pas une obligation de rechercher les héritiers? Encore faut-il que, de la même manière qu'il faut qu'on sache que la personne effectivement décédée avait un compte, il faut que la plateforme soit au courant effectivement du décès de la personne en question? Absolument. En fait, là, on est sur des enjeux qui sont purement contractuel. Enfin, on a un peu de droit et un peu de contrat. En fait, le principe, c'est que quand quelqu'un décède, généralement, le contrat qui le lie à la plateforme va être transféré à ses héritiers. D'accord. La plateforme n'est pas censée savoir que la personne est décédée. Bien sûr. Et elle doit s'assurer que cette personne est bien décédée pour donner l'accès à des fonds à une tierce personne. Et donc, dans ce cas-là, ça va être tout le travail des héritiers ou du notaire d'aller déjà rechercher tous les comptes qui étaient ouverts par le défunt et aller les notifier, aller leur démontrer que cette personne est bien décédée et qu'ils sont bien les héritiers légaux. Une petite question. Alors, effectivement, on mélange effectivement plateforme et détention en direct. Dernière question sur détention en direct. Si on n'a pas préparé aujourd'hui sa succession et qu'on est le seul à connaître le code de son wallet, il y a des solutions pour les héritiers? A priori, il n'y en a aucune. Si on a perdu les moyens d'accès, c'est tant pis pour les héritiers. D'accord, ouais. Et oui, c'est tant mieux pour tous les autres, parce que il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a beaucoup, finalement, il y a des millions d'euros de Bitcoin, par exemple, dont l'accès est perdu, ce qui profite indirectement à tous les autres détenteurs de Bitcoin, puisque ça fait des Bitcoins en moins sur le réseau. Mais il n'y a aucun moyen de les retrouver. C'est comme perdre de son vivant son accès. Voilà, c'est impossible. Moralité, il faut préparer effectivement sa succession. Est-ce qu'aujourd'hui, dernière question, Alexandre Lorimi, tous les outils techniques existent pour préparer sa succession en crypto-monnaie ou la réglementation est encore fluctuante sur le sujet? Non, tous les outils existent aujourd'hui. Il faut juste mettre le bon curseur entre sécurité et transmissibilité. Et surtout, il ne faut pas négliger un point, il ne faut pas négliger sa conformité de son vivant sur le plan fiscal. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on lègue des cryptos, comme quand on lègue autre chose, on lègue aussi un passif et on lègue une solidarité fiscale. Donc si on n'a jamais déclaré ses gains de staking, c'est un sujet d'actualité en ce moment, ou tous ses revenus en crypto, il faut bien avoir en tête qu'on va léguer ses cryptos à ses enfants. Mais la fiscalité qui va avec. Voilà, le risque de contrôle qui va avec. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, peut-être on va voir qui, si on veut préparer sa succession en crypto-monnaie, des notaires, des avocats L'interlocuteur privilégié pour les successions, ça va être le notaire, et si possible des notaires qui sont assez familiers avec le sujet, puisque ce n'est pas non plus évident. Merci beaucoup Alexandre Lorimi de nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur du cabinet Orwell, mais aussi avocat spécialisé en fiscalité des crypto-monnaies. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble le mécanisme d'ouverture d'un contrat d'assurance vie à deux. Pourquoi faut-il y penser? Dans quel cas faut-il y penser? Et quels réflexes avoir également sur la clause bénéficiaire? Autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à deux experts. À Tania Roger tout d'abord. Bonjour Tania Roger. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Alliance France. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous allons poser les questions également à Thibaut Cassagne. Bonjour Thibaut Cassagne. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Tania Roger. Alors l'assurance vie, le contrat d'assurance vie est un des contrats d'épargne le plus connu, d'épargne d'ailleurs ou de succession, tout dépend comment on l'utilise, mais le plus connu en France. Le fait qu'on puisse l'ouvrir à deux est peut-être un petit peu moins connu. À qui ça s'adresse? Est-ce que c'est forcément quoi, un couple marié qui peut ouvrir une assurance vie à deux, ou est-ce que tout le monde peut demain décider d'être co-souscripteur d'un contrat d'assurance vie? Alors vous avez raison, pour ouvrir un contrat d'assurance vie quand on est un couple marié, il y a la solution que tout le monde connaît, où chaque époux en fait ouvre son propre contrat et là en fait il est souscripteur assuré. D'accord. La première possibilité. La deuxième possibilité, des époux mariés sous un régime communautaire ou alors avec une masse commune, donc dans la séparation de biens, Bien sûr. ont la possibilité effectivement de co-souscrire un contrat d'assurance vie. Donc là en fait ils sont tous les deux co-souscripteurs co-assurés. D'accord. Il a deux modalités de dénouement, on y viendra peut-être tout à l'heure. Soit il décide en fait de faire un dénouement au premier décès de l'un des époux, ouais. soit dénouement au second décès. Voilà un petit peu les grandes modalités. Donc il faut forcément fournir un contrat de mariage pour ouvrir une assurance vie à deux co-souscripteurs. Alors effectivement, la pratique en fait demande à ce que ce soit sous un régime de communauté. D'accord. Ouais. Donc communauté réduite aux acquets ou communauté universelle, séparation de biens s'il y a une société d'acquets. Et si on souhaite en fait un dénouement au second décès, il faudra qu'il y ait une clause de préciput sur le contrat d'assurance vie ou en fait une clause d'attribution intégrale de communauté. Bon, on va revenir un petit peu sur les différentes clauses. Juste avant, juste sur l'ouverture du contrat, est-ce que lorsque l'on est co-souscripteur d'un contrat d'assurance vie, ça nous interdit d'être à côté pleinement souscripteur d'un autre contrat d'assurance vie? Absolument pas. On peut cumuler un contrat séparé plus un contrat commun. Exactement, on peut avoir plusieurs contrats selon plusieurs formules. Oui. Thibaut Cassagne, la question que les gens qui nous écoutent se posent, pourquoi co-souscrire un contrat d'assurance vie? Alors déjà, la première réponse, il me semble, c'est que si on réalise une co-souscription, ça implique une gestion commune du contrat, donc la volonté bien sûr de gérer ensemble un même contrat d'assurance vie. Et puis ensuite, tout dépendra de la stratégie, l'objectif patrimonial. C'est évident que si on souhaite souscrire un contrat d'assurance vie et puis se dire que si j'ai mon époux qui décède et que j'ai finalement envie que le contrat d'assurance vie perdure, et puis que le conjoint survivant continue à profiter de l'avantage fiscal du contrat d'assurance vie, tant pour faire des revenus complémentaires avec l'intériorité fiscale, mais aussi pour profiter de tous les avantages en matière de souscription, bien, ça peut être une stratégie particulièrement pertinente. D'accord, oui. Pour, encore une fois, profiter de cet avantage fiscal. Mais au départ, pourquoi on le fait? Parce qu'on a des enfants et qu'on a envie d'avoir un patrimoine commun sur un contrat commun dans un but de succession ou Alors, en fait, en réalité, la co-souscription, c'est avant tout quand je veux protéger, malgré tout, le conjoint survivant. D'accord. Quand même, ça implique ce postulat de base. Et ça le protège plus que si j'ai un contrat seul avec une clause bénéficiaire qui est dédiée au conjoint survivant? Alors, c'est deux modalités différentes. On pourrait très bien aussi imaginer, pour des époux qui sont mariés sous le régime de la communauté, qui ont donc alimentent un contrat avec des fonds communs, de se dire aussi, je souscris chacun de manière symétrique deux contrats d'assurance vie sur des montants équivalents. Je fais un peu une souscription en miroir symétrique et puis ensuite je travaille les clauses bénéficiaires. On va dire que c'est une alternative qui est possible de faire une co-souscription. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'un et l'autre, si je comprends bien, ou comment dans quel cas on viendrait choisir plus une co-souscription sur un contrat d'assurance vie? Alors c'est vrai qu'on voit plus en pratique des époux qui seraient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale. Alors ce jargon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils partagent tout, ils globalement. Partagent tout. C'est ça, si on le dit simplement. J'ai mis en commun tous mes biens et à mon décès, je décide, moi, époux survivant, de recueillir l'intégralité du patrimoine. Et c'est vrai que souvent, on décide un peu de respecter l'esprit de ce régime matrimonial dans la souscription. Jusque dans l'assurance vie, d'accord. Voilà. Et là, dans ce cas-là, j'ai la fameuse co-souscription avec dénouement au second décès.
Tania Roger, j'ai envie de vous poser la même question parce que c'est vrai qu'en fait, comme on a un même outil qu'on peut utiliser de manière différente pour protéger effectivement le conjoint. Pourquoi l'assurance vie à deux en co-souscription? Est-ce qu'il y a une raison particulière selon vous que vous identifiez ou que vous voyez au quotidien? Non, au final, Thibault a donné le panorama. Alors déjà, il n'y a pas, ça dépend véritablement de la situation du couple, de leurs souhaits aussi en dénouement, de leur patrimoine. Il n'y a pas de règle. Effectivement, en matière de co-souscription, mais Thibault en a parlé, ce qu'on voit le plus, c'est la co-souscription avec dénouement au second décès, qui va permettre en fait au conjoint survivant de percevoir des revenus, si c'est le souhait en fait, Bien dans sûr, un cadre fiscal qui reste privilégié, puisqu'en fait il continuera à bénéficier de l'antériorité fiscale, donc les abattements annuels, les prélèvements à un taux moindre, etc. Donc voilà, souvent c'est dans ce cadre-là, mais après il y a différentes solutions, et puis les objectifs peuvent être un peu différents selon le type de clause qu'on choisit après. D'accord, en fait, le mode de souscription. Et après, il y a la clause. En fait, la clause. De toute façon, tout se joue sur la clause dans un contrat d'assurance vie globalement. Beaucoup se joue. Alors, juste avant de parler de la clause, un mot peut-être sur le dénouement. Mais alors, on va continuer avec vous, Thibault Cassagne, on reviendra avec vous, Tania, sur la clause. Premier ou second décès, qu'est-ce qui se passe s'il y a un dénouement au premier décès? C'est-à-dire qu'on ferme le contrat d'assurance vie? Exactement. Si j'ai un dénouement au premier décès, le contrat se clôture et les capitaux vont profiter aux bénéficiaires désignés. D'accord. Et petite parenthèse, ce sera la fiscalité qui sera applicable, dépendra de la fiscalité de la personne qui a entraîné la clôture du contrat. Oui. Donc ce sera la fiscalité de la personne restante, si je peux m'exprimer ainsi, qui déterminera la fiscalité du contrat. Et pour une co-souscription, dénouement au second décès. D'accord. Puisque la personne est toujours là et celle qui va décéder en dernier. Et alors, on ne le souhaite pas, mais si jamais le divorce arrive avant le décès de l'un ou de l'autre, est-ce que ça change quelque chose au contrat? Est-ce qu'on est toujours co-souscripteur d'un contrat d'assurance vie alors que même qu'il n'y a plus de contrat de mariage? Alors effectivement, le cas de divorce, quand on opte pour ce type de modalité de souscription, ça suppose une communauté et par définition, si les époux sont amenés à divorcer, il n'y a plus de communauté. D'accord. Donc, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on fait un rachat intégral du contrat et puis on partage la valeur du contrat d'assurance vie entre les deux ex-époux. Tania Roger, oui. Compléter effectivement ce que dit Thibault, puisque cette question en fait du divorce en co-souscription revient souvent, et je rejoins Thibault. Le premier conseil, ou en règle générale, on se dit voilà, le contrat va être dénoué. L'une des raisons pour lesquelles aussi on pousse au dénouement du contrat, c'est tout simplement pour le risque aussi de novation du contrat qui pourrait entraîner une perte de l'antériorité fiscale. Alors, risque de novation pour ceux qui nous écoutent? Novation, on va dire, parce qu'on part d'un contrat qui est co-souscrit, et en fait, on passe ensuite au décès sur un contrat avec un seul souscripteur. Bien sûr, on change au final les modalités du contrat. Donc, risque en fait de novation et perte de l'antériorité fiscale, même si, à ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet. Alors, après, si le client insiste ou si on a un jugement en fait qui attribue le contrat d'assurance vie à l'un des époux, potentiellement, on peut effectivement passer sur une souscription simple, mais au premier abord, c'est pas ce qu'on préconise, effectivement. Voilà, et puis si je peux me permettre juste pour compléter les propos, c'est vrai qu'une co-souscription, ça implique aussi une gestion commune de contrat. Donc, ce qui veut dire dans les faits, il faut normalement une co-signature. D'accord, exactement, deux signatures. Pour savoir si on fait du fonds en euros, si on fait si on va sur de l'unité de compte, si on fait du fonds immobilier, à chaque fois, il faut que les deux soient d'accord. Exactement. Donc, ça implique cette signature commune pour toutes les opérations de la vie du contrat, les rachats, les arbitrages. Bon, dans les faits, les assureurs mettent en place ce qu'on appelle un mandat croisé qui permet d'obtenir une seule signature pour la majorité des opérations. Mais ça, il faut quand même l'avoir aussi en tête. Vous avez raison, sinon ça peut être assez lourd au final. Ça peut être assez complexe, effectivement. Un arbitrage, ça peut être assez lourd. Un mot sur la clause bénéficiaire, Tania Roger. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, il y a toujours une clause bénéficiaire un petit peu qui est toujours écrite, qui permet normalement de faire face à tous les cas de figure. Pourtant, tous les professionnels de la gestion de votre patrimoine vous diront qu'il faut la réécrire en fonction de votre situation patrimoniale, mais aussi familiale. Dans le cas d'une assurance vie en co-souscription, comment aborder le sujet de la clause bénéficiaire? Alors, j'ai envie de dire qu'on soit en co-souscription ou en souscription simple, on a un panel large de clauses bénéficiaires. Quand on la co-souscrit, en règle générale, on s'entend.
Bien sûr, ouais. Comme quand on se marie. Ouais, c'est ça. Quand on se marie. Donc on a chacun son contrat au final. Bon, même si après il y a le jeu du régime mat qui rentre en compte. Bon, régime matrimonial pour. Régime matrimonial, pardon. Ouais. On choisit effectivement un peu sa clause. Quand on est en co-souscription, effectivement, en règle générale, on s'accorde sur cette désignation bénéficiaire, avec toujours ce risque, si on a un dénouement au second décès, au final, l'époux survivant a toujours cette possibilité de revenir sur la clause initialement choisie. Bien sûr. Oui. Après, il y a multiples clauses. Hein. Il y a les clauses standards, bien évidemment, où c'est le conjoint, à défaut mes enfants, on connaît cette clause. On peut être sur une clause bénéficiaire démembrée. Il y a beaucoup de clauses, en fait, qui sont fonction de la situation personnelle. Est-ce qu'on a des enfants que communs? Est-ce qu'on a des enfants d'un premier lit? De multiples clauses. Après, on a des clauses qui sont peut-être un peu plus aptes aujourd'hui à s'adapter aux situations patrimoniales des clients. Comme Alors, je pense notamment, voilà, ce que je réfléchissais en même temps à une clause, moi, qui me tient pas à cœur, c'est la clause à option. D'accord. Alors cette clause, elle est assez novatrice, mais elle a un intérêt, dans le sens où en fait le conjoint, le souscripteur donne le choix au bénéficiaire de choisir une quotité du capital décès. D'accord. Donc, il va décider qu'il pourra prendre 100%, 75%, 50%, peu importe. Et la partie non acceptée par le bénéficiaire de premier rang, que ce soit le conjoint ou un autre, revient en fait au bénéficiaire de second rang. Dans le cas d'un couple marié, madame, par exemple, si c'est la bénéficiaire, va pouvoir décider de ne prendre que 50%. Et les 5 autres pourcents iront aux enfants. Alors, pourquoi, en fait, moi, je trouve que cette clause a un intérêt? C'est parce que, en fait, la répartition du capital ne se décide pas, au final, au moment où on a souscrit le contrat, mais au moment du dénouement. Or, en fait, entre-temps, la situation patrimoniale peut évoluer. Exactement. Le conjoint peut ne plus avoir de besoin, les enfants beaucoup, inversement. Donc, c'est une clause qui est assez souple, en fait. Thibaut Cassagne, exactement. Et puis, si je peux me permettre, effectivement, il faut vraiment utiliser cette clause bénéficiaire pour faire du sur-mesure avec nos clients. C'est vrai qu'on a la chance qu'elle s'adapte. Et on peut vraiment s'adapter aux objectifs patrimoniaux des clients. Vous voyez, souvent, les clients optent pour la clause standard. Mon conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers. Oui, bien sûr. On s'aperçoit souvent qu'elle n'est pas forcément la plus pertinente en fonction de la situation. Pourtant, on a l'impression qu'elle brosse large, entre guillemets. Mais dans certaines situations, c'est le cas. Mais vous voyez, il peut y avoir peut-être une petite difficulté. Si j'ai souscrit un contrat d'assurance vie, j'avais alimenté mon contrat avant mes 70 ans. Donc, j'avais la fameuse fiscalité avantageuse de l'assurance vie, les fameux abattements 152 500 €. Ce qui va se passer, on le souhaite, le conjoint survivant, une fois que je suis décédé, mon conjoint recueille les capitaux. Mais bien souvent, il a plus de 70 ans. Et là, s'il se dit, finalement, je n'ai pas besoin de ces capitaux, je souhaite ouvrir un nouveau contrat, dommage, n'est plus la fiscalité de faveur de l'assurance vie. Je comprends, oui, bien sûr. Donc, on peut mettre en place des clauses bénéficiaires qui permettent un peu de pallier à la protection du conjoint survivant, tout en faisant profiter les enfants de la fiscalité de l'assurance vie. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure. Mais on peut la faire évoluer, la clause bénéficiaire. Exactement, aussi. À tout moment. Et ça, là aussi, il faut insister avec nos clients. Et là aussi, c'est l'intérêt. À tout moment, c'est un formalisme très simple, un courrier simple à l'assureur. Et on peut modifier la clause. Il ne faut pas hésiter à faire des points, peut-être même annuels de temps en temps. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Thibaut Cassagne, ingénieur patrimonial au sein de la financière de l'Échiquier. Merci Tania Roger, directrice de l'ingénierie patrimoniale et financière chez Alliance France. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons tenter de comprendre ensemble avec Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, sur quel actif peut-être ne faudrait-il pas investir en ce moment. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Alors vous allez nous parler d'un actif sur lequel vous n'iriez pas en ce moment. Absolument. Alors c'est pas tellement en ce moment, je dirais que c'est vraiment sur longue période. Et on est souvent sur ce plateau pour dire là où il faudrait aller. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de vous dire là où je n'irai plus ou pas. D'accord, ouais. Parce que c'est un lieu où la démographie est déclinante. Vous savez bien que la croissance économique à long terme dépend de la démographie, de l'évolution de la population active et de la productivité. La productivité est en berne également. Et cet endroit-là, c'est la zone euro, tout simplement. D'accord, oui. Donc vous n'iriez pas chez nous, globalement, c'est ça ? Exactement. Je crois qu'il y a beaucoup d'investissements intéressants à faire ailleurs. Mais en zone euro, on a quand même... Il faut reprendre quand même quelques chiffres. On a une natalité, j'ai les chiffres français qui sont parus il y a quelques semaines,
la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. D'accord, ouais. On a un vieillissement de la population. On a également, et il faut le dire, une immigration qui ne compense plus cet écart entre natalité et mortalité. Et cette compensation risque, sans être spécialiste de politique intérieure, tous les gouvernements, enfin tous les acteurs politiques sont en train de glisser à droite et très à droite. L'immigration va se tarir dans les années à venir. C'est un processus lent et long. Donc ça fait quoi? Ça fait moins de population active au sein de la zone euro. Exactement. Et donc un impact sur les actions de la zone euro. Alors, d'un point de vue macroéconomique, si on est sur la macro, oui. Et si on considère que les actions à long terme, j'insiste, doivent peu ou prou suivre la macroéconomie, alors il n'y a pas de raison d'être très optimiste. À part je parle vraiment de manière séculaire, Bien sûr, de cycles qui peuvent durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est quand même aussi une zone qui a déjà beaucoup sous-performé. Et c'est pour ça, quand on est gérant et qu'on veut acheter bas, on se dit la zone euro, c'est formidable. Mais je crois que le rattrapage de la zone euro que certains attendent régulièrement tous les mois de janvier en faisant les pronostics de l'année n'est pas prêt d'arriver. D'accord, oui. Donc c'est pas l'occasion de faire des bonnes affaires en bourse, selon vous, sur la zone euro aujourd'hui? C'est ça, tous les retards ne se rattrapent pas forcément. Et alors, encore peut-être un chiffre assez éloquent. Si vous prenez les plus hauts du marché de 2007, plus de 15 ans quand même, l'Eurostoxx 50 a gagné 1%. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. D'accord. Ouais. Disons rien du tout. Pendant que le S&P 500 en gagnait plus de 300. Alors, vous allez sans doute me dire qu'il y a un biais sectoriel, qu'il y a beaucoup de techno. Bien sûr. Oui. Évidemment. Alors j'ai regardé le S&P 400. S&P 400, c'est les valeurs juste après les 500 premières. La composition du S&P 400 peut ressembler à un indice européen avec pas mal de bancaires, pas mal d'industries, etc. etc. Et lui, c'est 200% par rapport au zéro de l'Europe. D'accord. Ouais. Et ce grand écart, aujourd'hui, ne s'explique que par la divergence des bénéfices. Les bénéfices aux États-Unis sont à peu près 40 à 50% plus élevés qu'en 2007. Aujourd'hui, on n'a toujours pas retrouvé les chiffres de 2007 dans la zone euro. Donc, je vais au-delà de cette décote. Je pense qu'à moyen terme, cette décote devrait s'accroître de la zone euro envers, par exemple, les États-Unis, mais il y a des choses intéressantes à voir ailleurs. Mais ça n'est pas à mettre que sur le sujet démographique. Il y a peut-être un sujet productivité aussi qui pourrait venir compenser. Tout à fait. Les deux mamelles de la croissance économique, la population et la productivité, on s'aperçoit que les bénéfices de la zone euro sont inférieurs à ceux de 2017. Et je disais 40% supérieurs aux États-Unis. Donc on est vraiment une zone malade. Et quand on l'ausculte, on n'a pas l'impression qu'on va vers le mieux, mais plutôt qu'on va aller en s'empirant. Est-ce qu'on finirait quand même pas cet œil du CGPA avec une note un peu positive sur la zone euro? Il n'y en a pas aujourd'hui? Il n'y a pas d'optimisme particulier? Alors peut-être que l'optimisme et le conseil qu'on peut donner, c'est lorsque vous voulez investir. Alors on ne fait pas de conseil d'investissement, mais oui. Pas au sens de l'AMF. Oui, bien sûr. C'est peut-être d'aller au-delà des grands indices. D'accord. Ouais. Et de faire des choix un peu plus pointus, un peu plus sectoriels. Il y a effectivement des secteurs, par exemple, qui sont plus dépendants d'un contexte international plutôt que local. Donc faire sa propre sélection, quelque part, ses propres convictions d'investissement. Exactement, je pense qu'il faut aller au-delà des grands indices capitaux-pondérés. Donc se renseigner, tout simplement, ce qui est plutôt un bon conseil quand on doit aller investir sur les marchés par financiers. Exemple, on est là pour ça aussi. Merci beaucoup Régis Jancovici de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous et quant à nous, on se retrouve donc très vite sur Bismart.